Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Noté pour vous en images qui va couvrir les événements qui se sont produits sur les marchés financiers depuis la semaine passée, à savoir cette semaine 3 points à l'ordre du jour. Le premier va concerner le régime de résolution des établissements bancaires et la décision qui a été prise par le SRB cette semaine. Le deuxième point concernera les lignes directrices finales de l'ESMA en matière de détermination du marché cible qui ont également été publiées cette semaine. Et en dernier point, nous verrons une décision de la Commission des sanctions de l'AMF en matière d'informations privilégiées, mais dans le secteur de l'analyse financière cette fois. Concernant notre premier sujet, à savoir le mécanisme de résolution bancaire au sein de l'Union européenne, il est à noter que pour le SRB, le 7 juin 2017 restera une date clé puisque ça a été la première épreuve du feu pour cet organisme en décidant de mettre sous résolution un établissement bancaire sous la supervision de la BCE et donc du SRB. Cette décision du 7 juin concerne la banque espagnole Banco Popular. Ce qu'il est important de noter dans cette décision, c'est tout d'abord que le SRB a décidé que les 3 conditions d'ouverture d'une procédure de résolution étaient bien réunies. À savoir, Banco Popular était en faillite ou sur le point d'être en faillite. Deuxièmement, il n'y avait aucun sauvetage de prévu, même s'il y avait des offres qui avaient pu être éventuellement proposées, aucun sauvetage réel de la banque n'était envisagé. Et surtout, la résolution a été vue comme une condition nécessaire pour l'intérêt public. Parmi les outils de résolution que vous connaissez bien, il existe celui qui avait fait le plus grand bruit, à savoir le bail-in. Et cette décision du 7 juin est importante parce qu'elle va, pour la première fois, mettre en œuvre le bail-in tel qu'il est prévu par la BRRD et plus précisément même par le règlement MRU, puisque Banco Popular faisant partie d'un groupe sous la supervision de la BCE, c'est vraiment le règlement MRU qui va être appliqué avec son article 29 plus précisément. Alors, pour la mise en œuvre de ce bail-in, 3 éléments à retenir. Le premier, c'est que le capital social à hauteur de 2,1 milliards d'euros a totalement été effacé. Premier point. Deuxième point, l'encours de 1,35 milliard d'euros d'Additional Tier 1 a lui été converti d'abord en actions nouvelles, puis totalement effacé. Reste l'encours de 684 millions de titres subordonnés Tier 2 qui, eux, ont été convertis en actions, mais pour un montant de 1 euro et qui ont ensuite été cédés à la banque concurrente Santander. Avec cette décision du SRB, l'union bancaire montre réellement toute son utilité d'une part, mais surtout son efficacité d'autre part, puisqu'on a réellement eu ce qui avait été décidé au moment de l'élaboration de la BRRD, à savoir une réelle mise à contribution des actionnaires, des créanciers subordonnés et surtout une protection des déposants et une protection des contribuables. Effectivement, dans ce cas-là, on voit bien que les déposants espagnols de Banco Popular et le contribuable espagnol n'aura pas à mettre à la main à la poche pour sauver Banco Popular. Un point à noter également sur cette décision, c'est que si parmi les outils de résolution, le bail-in a été choisi pour Banco Popular, ce n'est pas une obligation. Et on le voit aujourd'hui avec des difficultés qui ne sont pas cette fois en Espagne mais en Italie, avec la banque Montepaschi, qui, elle, a aussi des difficultés, mais pour lesquelles les régulateurs ont, à ce jour, préféré plutôt tenter une recapitalisation. Outil également possible dans la boîte de résolution de l'autorité de résolution. Le deuxième point sur lequel je souhaitais revenir avec vous concerne la publication cette semaine des lignes directrices finales de l'ESMA concernant la gouvernance des produits et plus particulièrement le marché cible. Alors vous vous souvenez, c'est un sujet dont je vous avais parlé en octobre 2016, donc pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retourner sur la vidéo et le noter pour vous en image du 7 octobre 2016, dans lequel je vous parlais justement de cette consultation
et des éléments phares de cette consultation, puisque c'était la première fois qu'on avait l'opinion de l'autorité européenne sur ce qu'il fallait faire pour déterminer ce fameux marché cible, nouvelle exigence de la MiFID II. Peu de changements en fait à noter entre le document de consultation et les lignes directrices finales, qui sont pour l'instant qu'en anglais, mais qui devraient être traduites dans les langues de l'Union européenne très rapidement pour que les autorités nationales européennes puissent donner leur opinion sur l'application ou pas de ces lignes directrices. Il ne fait pas grand doute aujourd'hui que l'AMF évidemment appliquera ces lignes directrices. Sur donc les changements à noter entre la période de consultation et la publication des documents finaux. Le premier changement qui apparaît, c'est que je vous avais fait état de 6 catégories et effectivement, quand on lit le document, il n'y a plus que 5 catégories à utiliser pour déterminer le marché cible. En fait, simplement, les 2 dernières catégories, à savoir les objectifs des clients et les besoins des clients, ont été fusionnés pour ne faire plus qu'une seule catégorie. On garde donc, in fine, cette dernière catégorie, mais également les 4 autres catégories qu'on avait mentionnées ensemble en octobre, à savoir le type de client visé, connaissance et expérience des clients, évidemment la situation financière des clients visés et surtout leur capacité à supporter les pertes. Et évidemment, le dernier critère concerne la tolérance au risque, puisque c'est un élément très important dans la détermination du marché cible en fonction du produit que l'on veut commercialiser. L'ESMA insiste sur un point qui est de faire de ces 5 catégories des catégories qui sont indivisibles. Ces critères sont cumulatifs. Il faut absolument que le producteur remplisse chacune de ces catégories et coche la case de chacune de ces catégories pour pouvoir avoir rempli son obligation de détermination du marché cible. Un point qui a été également ajouté par rapport au document de consultation et qui concerne les instruments financiers plus complexes. Pour ces instruments-là, l'ESMA préconise que le producteur donne encore plus de détails sur le marché cible qu'il n'en donne couramment sur d'autres produits. Donc là, évidemment, c'est une évaluation in concreto de voir si, au moment de l'élaboration du produit, pour un produit déterminé qui est jugé plus complexe que les produits habituellement distribués, il y aura effectivement plus de détails sur ce marché cible. Du côté des distributeurs, la version finale va insister sur le lien nécessaire qu'il va falloir faire entre la détermination du marché cible qui a été faite par le producteur, qui est transmise au distributeur. L'ESMA va dire tout d'abord que le distributeur n'a pas pour rôle uniquement de se reposer sur le travail qui a été fait par le producteur. Il doit approfondir ce travail de détermination du marché cible et surtout l'adapter en fonction de ses propres connaissances de la clientèle éventuellement visée. Le deuxième élément qui est ajouté par l'ESMA sur la relation producteur-distributeur, c'est la possibilité qui est réellement ouverte, puisqu'elle est affichée ainsi, d'avoir un travail collaboratif entre producteurs et distributeurs pour déterminer le marché cible. Le dernier point sur lequel l'ESMA va insister va concerner les transactions qui sont liées à la diversification ou à la couverture, transactions qui sont faites dans le marché cible négatif, mais pour lequel on va avoir une exonération de reporting nécessaire par le distributeur au producteur. Or que, vous le savez, pour le marché cible négatif, il y a normalement, systématiquement et obligatoirement un reporting du distributeur au producteur pour que ce dernier se rende compte soit que le marché cible négatif n'a pas été correctement cerné, soit que le produit en fait a peut-être dévié au niveau de son marché cible initial. Le dernier sujet que je souhaitais aborder avec vous concerne une décision de la Commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers qui est datée du 29 mai 2017 et qui va concerner la qualification d'information privilégiée. Alors, je vous ai souvent parlé de la qualification d'information privilégiée et notamment des cas où justement la Commission a pu dire qu'il ne pouvait pas
s'agir d'une information privilégiée en raison d'un faisceau d'indices. Ça, c'était déjà quelque chose de très important et qu'on avait rarement vu. En principe, la commission arrivait toujours à suivre le collège dans la qualification d'information privilégiée. Et vous vous souvenez que récemment, je vous ai parlé justement de cette possibilité qui avait été offerte à certaines personnes, justement, de ne pas avoir cette qualification retenue. Le 29 mai 2017, c'est autre chose qui s'est produit. Dans cette décision, d'abord, elle concerne un analyste financier senior, donc absolument pas un débutant. Ça, c'est important pour voir la philosophie de la commission de l'autorité des marchés financiers. On n'est pas avec quelqu'un qui débute et qui commettrait des erreurs. C'est quelqu'un qui a 10 ans d'expérience sur ces marchés-là. La question clé qui était posée à la commission était d'analyser les notes d'analyse qui sont réalisées par une société d'analyse financière quand elles contiennent un changement de recommandation ou une initiation de couverture. On a là des notes qui sont évidemment du coup assez importantes, puisque quand elles vont être diffusées, normalement, l'analyse sert à ça, c'est-à-dire à guider l'investisseur dans ses choix d'investissement. Est-ce une information privilégiée quand un analyste a en vue cette note d'analyse qui va préconiser un changement de recommandation et qu'il s'en sert à son profit avant la publication de la note? Pour le collège de l'AMF, il était évident qu'il s'agissait d'une information privilégiée et que cela devait être sanctionné lourdement, puisque l'amende qui avait été demandée à l'encontre de l'analyse financière était une amende à hauteur de 750 000 €. Pour la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers, ce n'est pas une information privilégiée. Ça, c'est vraiment le point important de cette décision. C'est que la commission va estimer que ce critère donc de l'influence sensible sur le cours n'est pas rempli et que donc il manque un des critères constitutifs du manquement pour qualifier une information privilégiée. Pour la SFAF, qui est l'association des professionnels en matière d'analyse financière, il est important que la profession se retrouve et discute de cette décision, puisqu'elle peut apporter quand même un grand changement dans l'attitude du coup des analystes en matière de règles de bonne conduite vis-à-vis de ces notes d'analyse. Alors, on pourrait se dire pas de sanction. Si, l'analyste financier a été sanctionné, mais il n'a pas été sanctionné parce qu'il détenait une information privilégiée et parce qu'il a utilisé une information privilégiée. Il a été sanctionné parce qu'il a réalisé les transactions personnelles sur des comptes qu'il n'avait pas déclarés. Or, vous savez que pour les prestataires agréés, il y a tout un encadrement des transactions personnelles qui doit être fait et il y a notamment des formalités à remplir pour dire sur quel compte, quels sont les comptes qui sont détenus et sur quel compte les opérations sont faites. Voilà pour les quelques informations que je voulais partager avec vous cette semaine. Vous voyez qu'elles sont quand même très importantes. Enfin, elles m'ont semblé vraiment déterminantes sur les marchés. Tout d'abord en matière de résolution, puisque c'était la première fois qu'un cas de résolution se posait au niveau de l'union bancaire, et aussi en matière d'information privilégiée, puisque cette décision, dans le petit monde des analystes, mais qui touche évidemment tous les marchés financiers, puisque c'est la base d'une recommandation d'investissement, va peut-être déclencher de nouveaux comportements et peut-être du coup une nouvelle réglementation. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Profitez bien de votre week-end et à très bientôt. Au revoir.